Vous ne la connaissez peut-être pas, mais sa voix vous dira sûrement quelque chose. Elle s'appelle Gisèle Habazon. Elle est interprète depuis 27 ans. Voilà, on a le plaisir de l'accueillir dans nos studios de Tel Aviv. C'est son Alia Story. Oui, elle est en Israël depuis 1981 et elle en a fait des choses. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Gisèle Habazon, bonjour et bienvenue au studio Qualita. On est super content de vous accueillir parce que vous êtes vraiment une personnalité. Ciel, bonjour, merci. Oui, on vous voit pas en fait, on vous entend beaucoup. Mais c'est un plaisir de vous rencontrer et de parler avec vous de votre métier, de votre vie, de votre Alia. Vous qui avez grandi, on va dire, dans le nord de la France. Ah oui, je suis lilloise. On peut faire l'interview en ch'ti même. En ch'ti, mais comment on dit bonjour en ch'ti, tiens? Ah bah bonjour, ça va? Ça va? Tout va bien? Bon bah je suis content alors. Ok, alors elle est douée pour les langues, ça c'est clair. Vous avez aussi une famille incroyable, vous avez une maman qui a grandi en Espagne, qui est née en Espagne. Non, elle est née en Allemagne. En Allemagne, mais elle a grandi en Espagne. Elle a grandi en Espagne, D'accord. Ils sont partis en 1933 d'Allemagne et c'était le moment de partir. C'était le moment de partir, donc du coup vous avez appris l'espagnol parce que vous avez passé aussi de nombreuses fois des vacances en Espagne. Vous avez appris l'allemand forcément pour parler avec les grands-parents. Ben absolument. Ma langue maternelle était l'allemand. Je parlais l'allemand avant de parler. Et l'espagnol avec les enfants du village où ma mère a grandi. Et le français, parce que j'ai été à l'école en France et parce que mes ancêtres sont les Gaulois. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit à l'époque. Et votre père, vous parliez quelle langue avec lui ? Avec mon père, en fait, on parlait allemand quand j'étais toute petite et puis très rapidement, c'est passé au français, bien sûr. Voilà. Bon, alors, on sent déjà une prédisposition pour les langues et puis vous avez grandi, on va dire, dans les couloirs, si je peux dire ça comme ça, du mouvement de jeunesse Dror. Voilà, et vous étiez sioniste depuis toujours, en fait. Oui, quand on est multiculturel comme beaucoup des Juifs d'Europe à l'époque, né en France alors que ça aurait pu être à Honolulu ou à Tombouctou, mon père rescapé de la Shoah, de Pologne, ma mère née en Allemagne et grandie en Espagne, qui se sont mariés et je suis née à Lille, of all places, c'est quand même, voilà. Donc c'était évident qu'il fallait que je sache un petit peu où j'allais continuer. Et c'était une évidence que Israël était l'endroit où je voulais poser mes valises. Ça me semblait évident que ce serait le seul endroit au monde, même si je suis partout chez moi, le seul endroit au monde où on ne me demanderait pas qu'est-ce que je fais là. Donc c'était quelque chose de très présent chez vous. Pourtant, après le bac, ça aurait été normal de monter, mais vos parents n'étaient pas tellement d'accord avec cette idée. À 18 ans, j'ai voulu faire mon Alia, évidemment. J'étais militante au Dror, il fallait... Et mes parents m'ont dit, non, tu termines une licence et après, tu t'en vas. Alors, c'est ce que vous avez fait. Ah bah oui, j'étais une fille obéissante. Voilà, très obéissante, mais pourtant pas tout à fait parce que vous auriez pu suivre le chemin de tous vos copains du Dror, aller au kibbutz, faire un peu tout ce qu'ils ont fait, partir avec un garin, avec une bande. Mais vous, c'était pas du tout ça, c'était Tel Aviv et toute seule. Absolument. Absolument. Oui, c'était un peu spécial. Non, c'était évident que je voulais absolument devenir israélienne le plus rapidement possible. Alors, vous parliez l'hébreu, vous non. étiez pas du tout. Non, c'est pas du tout. Je baragouinais, j'étais capable de me débrouiller. J'avais passé une ou deux fois des vacances en Israël. Je me débrouillais, Mais ça s'appelle pas parler l'hébreu, non, pas vraiment. Mais c'était évident pour moi que je voulais plonger dans la société israélienne la tête la première. Et je voulais surtout pas être dans un milieu francophone, français, de nouveaux immigrants. C'était pas du tout ce que je voulais. Bon, alors vous étiez, on va dire, vous aviez déjà une idée bien précise de l'avenir qui vous attendait. Ce que vous alliez faire, vous ne le saviez pas vraiment. Non. Pourtant, sur votre chemin, vous avez, pendant des vacances en Israël, rencontré un Israélien qui était guide et puis vous avez dit, toi, tu parles plein de langues, tu vas devenir riche ici, c'est vraiment ce que tu dois faire, etc. Du coup, c'est ce que vous avez eu envie de faire. Absolument.
Absolument. Enfin, c'est pas ce que j'ai eu envie de faire. J'étais à la recherche. Je me demandais, métier, quoi, pour gagner un peu d'argent. Voilà. Ça. En fait, ce que je me suis dit, c'est que j'allais venir vivre en Israël. Ça, c'était évident. Je voulais vivre en Israël, le vrai Israël, c'est-à-dire Tel Aviv, qui était pas du tout à l'époque une ville branchée. C'est ça. Vous êtes marrante quand même, parce qu'à l'époque, personne venait à Tel Aviv. Tout le monde allait à Jérusalem. Absolument. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis venue à Tel Aviv. Je voulais surtout pas aller à Jérusalem. Faire comme tout le monde, non. Absolument, non. Et donc, c'était Tel Aviv, absolument, et sans aucune hésitation. C'était pas du tout le Tel Aviv qu'on connaît. Hein. Ah non, rien à voir. En 81, c'était une petite ville moche, très provinciale, sans aucun... Enfin, moi, j'ai tout de suite adoré, mais... Pas ouvert sur l'international, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, en 81... un billet d'avion, ça coûtait une blinde. C'était pas n'importe qui pouvait se permettre de venir. Le tourisme n'était pas le tourisme qu'on connaît aujourd'hui. Les low cost, ça n'existait pas. Les loyers étaient moins chers. Oh, c'était très cher à l'époque aussi, mais par rapport à ce qu'on gagnait, parce qu'on gagnait pas non plus. C'était pas évident. Je me souviens, la première chambre que j'ai louée à Tel Aviv, c'était une chambre, c'était $100. Mais j'en gagnais 150. Donc, c'était pas du tout... C'était pas simple. Simple, non, pas du tout. Pas du tout. Et donc... donc, cet ami qui vous avait... Donc, cet ami qui m'avait mis la puce à l'oreille, il m'avait dit, mais ça, c'est un métier, je me suis dit, ça va être un métier qui va me permettre de faire de temps en temps un ou deux groupes, de monter dans un bus, de gagner un peu d'argent et de continuer des études. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Bon. Voilà. Et donc, je suis allée à l'agence juive La Bouche en Cœur en disant, voilà, je n'ai besoin de rien sauf de votre aide. Déjà, à Paris, oui, rue Fortuny. Voilà. Au 17. Exactement. Pour ceux qui s'en rappellent. Voilà. Et donc, je suis allée pour leur demander de m'aider à prendre contact avec l'école de guide, qui est une école affiliée au ministère du tourisme israélien. Parce qu'on ne peut pas être en Israël guide qui veut, il faut avoir un diplôme, il faut avoir fait des études et être agréé. Et ils vous ont remballé complètement. Ah, l'agent juif m'a dit ah ben non, ça on fait pas, non, tu vas monter en Israël, tu vas aller à Jérusalem dans un ulpan. J'ai exactement tout ce que je voulais pas. Et donc, je suis partie de l'agent juif en pleurant, en me disant bon, c'est foutu, comment je vais faire? J'étais désespérée. Et j'ai rencontré un Israélien qui m'aidait à l'époque. Avant de faire mon alia, j'avais fait un de ces voyages que nous faisions tous en URSS pour aller rencontrer des refusniks. Ça, c'est incroyable. Ça aussi, c'est historique. Complètement. À l'époque, vous alliez... Personne ne le sait. Mais c'est vrai, non, on en a parlé il n'y a pas très longtemps sur le studio Kalita. C'est vrai que vous partiez avec des manteaux, vous cachiez des livres à l'intérieur pour aller à la rencontre. Matahari, des voyages d'espionnage. Voilà, on était jeunes, on avait la foi, on voulait faire des choses pour changer le monde. Et donc, cette personne qui était celle qui organisait depuis Paris ses voyages en URSS m'a accueilli puisque je préparais un voyage pour le mois de juillet en URSS avant de faire mon alia. Il m'a demandé pourquoi je pleurais comme ça, parce que j'étais complètement déprimée en me disant par où est-ce que je vais prendre comment je vais faire guide. Et donc, je lui ai expliqué que je voulais faire l'école de guide et que l'agence juive, il servait à rien. Et il m'a dit, t'inquiète pas, bon, j'ai pas pensé à ça plus avant. Je suis rentrée à Lille, parce que là, à l'époque aussi, faire Paris-Lille, c'est préhistorique, c'était 2h30 de train quand même. Il n'y avait pas le TGV non plus à l'époque, je suis vraiment préhistorique comme monument. Et voilà. Donc vous rentrez à Lille. Et donc je rentre à Lille, et puis j'oublie tout ça, j'étais en plein examen de licence. Puisque je terminais ma licence pour faire ce que m'avaient dit mes parents, une licence d'allemand, d'études de germanistique. Voilà. Et puis je reçois un coup de fil de ce monsieur qui m'appelait régulièrement pour préparer le voyage en URSS, mais il me dit cette fois-ci, je te parle pas d'URSS, tu es inscrite, j'ai pris la liberté de t'inscrire aux examens qui ont lieu la semaine prochaine à Tel Aviv. On était quoi, au mois de mai, l'école. On était au mois de mai. Voilà, j'étais en plein examen. Et mes parents, on a eu une séance familiale mémorable parce que, bon, encore une fois, un billet d'avion pour Israël, c'était pas cher. Ce que c'est aujourd'hui. Et mes parents ont dit, écoute, tu y vas. Et donc, j'ai pris un avion, je suis venue à Tel Aviv et j'ai passé les examens pour le cours de guide. Alors, comment ça s'est passé? Ah bah c'était très comique. Bah oui, c'était incroyable parce que je débarquais. Je savais à peine l'hébreu. Enfin, c'était quoi comme examen? C'était des trucs psychotechniques, plusieurs langues. D'accord. Ça baragouinait. Enfin, je pense, c'était surtout des tests de personnalité, de culture générale, etc.
Et puis voilà, je suis rentrée à la maison après cette semaine à Tel Aviv qui était waouh. Évidemment, voilà, je passais les examens, je me suis amusée comme une petite folle. Enfin, c'était génial. Et puis je suis rentrée pour continuer mes examens de licence. Et puis je suis partie en URSS faire ce voyage incroyable. Ça et puis génial, ça aussi. C'est toute une histoire. C'était un livre. Ah, absolument, extraordinaire. Et puis je suis rentrée de ce voyage et j'ai reçu un coup de fil. Pour me dire que j'avais été acceptée à l'école de guide. Ah, ça, c'était le... Ah, c'était incroyable. Le bonheur. Le bonheur absolu, puisque voilà, j'avais réussi à obtenir ce que je voulais. Ouais, donc du coup, Aliyah à Tel Aviv, on y va. Le 18 octobre 1981, j'ai débarqué à Tel Aviv avec 2 valises. Ouais, c'était le choc culturel. Ah oui, c'était très drôle, parce que je suis arrivée... la première rencontre avec des Israéliens, c'est quand je suis arrivée à l'aéroport. Donc les larmes n'avaient pas encore séché, j'avais quand même passé mon vol à sangloter parce que je quittais quand même mes parents, la France. C'était très loin Israël, hein. C'était pas on se parlait pas par Skype, on parlait une fois tous les 15 jours à peine. Non, il n'y avait pas de portable, on était vraiment très très loin. C'était dur de parler aux parents, comment on faisait des PCV? Ah, c'était les PCV une fois tous les 15 jours et encore, ça coûtait une blinde, on limitait les temps de parole parce que on s'écrivait des lettres. J'ai des cartons de lettres, on s'écrivait toutes les semaines des lettres pour se raconter tout ce qu'on faisait. C'est fou, ça paraît vraiment un autre temps. C'est vraiment un autre temps, ouais, voilà. C'est, comme dirait Aznavour, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais. C'est tout à fait ça. Et voilà, et donc je suis arrivée en Israël. Alors je me souviens que je suis arrivée à l'aéroport, c'était aussi celui d'avant. Et donc Olim Hadashim était allé vers une autre sortie. Ouais. Je suis arrivée dans un hall immense, c'était assez c'était effrayant comme ça. J'étais la seule au Hadasha, on m'a donné un verre de jus d'orange et un drapeau, c'était ridicule. J'étais la seule dans ce machin avec peut-être 2-3 Russes qui débarquaient ce jour-là, ou ce mois-là, ou cette semaine-là. Enfin, c'était un peu glauque. C'était pas une époque d'Aliyah massive en fait. Et j'ai été accueillie par une dame du Misra d'Aklita qui m'a rempli la Teudat Olé. Et puis alors elle me demande, quel est votre nom, nom du père, nom de la mère, prénom, lieu de naissance, date de naissance, situation familiale. Je lui réponds, célibataire. Et puis elle me dit, Yeshlach Chaver, t'as un copain? Et donc je la regarde, je dis, pourquoi on va mettre ça dans la Teudat Olé? Elle me dit, non, mais j'ai quelqu'un à te présenter. Donc on voulait à peine arriver, on voulait déjà 10 minutes vous marier. en Israël, on était déjà occupés à me chercher un chidour. Ce qui était évidemment, j'étais complètement choquée parce que je venais de France quand même. Ouais, mais c'était sympa. Mais c'était adorable évidemment, ça m'a tout de suite, Ça a mis dans l'ambiance. Ça m'a mis tout de suite dans l'ambiance. Après, ça. Alors, vous avez, vous avez raconté, vous avez fait votre école de guide, vous avez adoré faire cette école de guide, vous avez découvert Israël, vraiment. Je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut faire son Aliyah, s'il a le courage. C'est faire ce cours de guide qui était extraordinaire, puisque je suis devenue, en 1 an et demi, je suis devenue israélienne complètement. C'est-à-dire que j'ai appris chaque centimètre de ce pays. La connaissance par les pieds et puis la connaissance dans les livres, évidemment. Absolument, c'est des cours d'histoire, de géographie, la faune, la flore, le judaïsme, l'islam, le christianisme, les lieux saints. Chaque semaine, une excursion où on devait rendre un dossier, un rapport détaillé. Chaque centimètre, chaque arbre, chaque fleur, chaque bâtiment. J'ai tout vu, j'ai tout appris. Et j'ai appris l'hébreu comme ça. Ouais, j'imagine. Alors pourtant, ce job était pour vous, enfin en tout cas cette formation était pour vous le moyen d'avoir un job alimentaire, mais c'était pas le rêve de votre vie. Pas du tout. Le rêve de votre vie, c'était de faire du théâtre. Absolument. Alors comment on fait quand on est jeune débarqué à Tel Aviv, qu'on a envie de faire du théâtre et que voilà. On fait d'abord un cours de guide parce que il faut d'abord apprendre la langue, il faut pendant ce cours de guide, il fallait que je trouve du boulot, il fallait que je travaille parce que j'étais pas reconnue par l'agence juive, donc j'étais vraiment en lion libre. Et donc j'ai eu la chance de trouver un boulot comme guide au musée de la diaspora à Bet Hatfutzot. Et là, les langues ont été encore très utiles. Donc, j'ai travaillé à Bet Hatfutzot et ça m'a permis de me payer des études. Et quand j'ai terminé le cours de guide... Bet Hatfutzot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le musée de la diaspora. Voilà. Ouais. Qui était jeune à l'époque, il venait à peine d'ouvrir et c'était une très belle aventure, c'est magnifique.
Et puis, quand j'ai terminé ce cours de guide, j'étais israélienne en tout cas. Je parlais hébreu, je connaissais le pays. Les codes et les usages. C'était fait. L'ALIA était faite. C'était voilà. Et puis après, il a fallu décider qu'est-ce que j'allais faire. Et puis j'ai rencontré l'oncle d'une amie à moi, Bobby Pelta, qui était comédien au Théâtre Caméry. C'était un très bon comédien. Je l'ai rencontré parce que le vendredi midi, à l'époque, à Tel Aviv, on allait les Hisdangef. On se promenait sur Dizengoff. Ça existe toujours, ça. Et on buvait des pots au café Cassit. Je vous parle encore une fois d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent même pas connaître. Cassit, c'était un café mythologique, des artistes, c'était une institution. Donc moi, tous les vendredis midi, on m'y trouvait. J'étais israélienne, on l'a déjà dit. C'était fait. Et donc j'ai rencontré ce Bobby et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien que tu m'aides à trouver une troupe de théâtre amateur, j'ai envie de faire du théâtre, il est quand même temps que je réalise mon rêve. Alors il m'a dit, mais oui, il n'y a pas de problème, téléphone de ma part à Nissan Native, c'est ce qu'il te faut. Alors Nissan Native, évidemment, vous ne saviez pas qui c'était. Ah non, je ne savais pas du tout. Vous avez cru tomber sur une troupe amateur de théâtre, or c'était la meilleure école de théâtre en Israël. Et donc vous êtes rendu à des auditions pensant intégrer une troupe amateur et vous vous êtes retrouvé embarqué dans des auditions pour intégrer l'école carrément de théâtre. Absolument. Et c'est là que, j'ai rencontré Nissan Native qui était une personne absolument incroyable. C'était un très très grand monsieur, un très grand homme de théâtre qui m'a auditionné et la manière dont il m'a fait passer cette audition a fait que j'ai pris ça comme un défi et je lui ai dit je vais rentrer dans ton école. Ça tu m'auras pas. Ouais, et j'y suis arrivée. C'est ça, et vous avez fait 3 ans de cours de théâtre. J'ai fait 3 ans d'école de théâtre. Vous voulez devenir comédienne professionnelle? Ah oui, je voulais devenir comédienne. C'était évident que je voulais être comédienne. Absolument. Okay. Et puis voilà, et c'est ce qui m'a permis de finir de brosser mon hébreu, parce que j'ai été prise dans cette école où évidemment pour jouer sur scène à l'époque en Israël, il n'y avait pas d'accent qui était toléré, il fallait être israélien et parler un hébreu d'israélien, donc j'apprenais par cœur des textes de théâtre classique en hébreu, dans un hébreu absolument superbe. J'ai appris des poèmes d'Alterman que je déclamais. J'ai suivi les cours avec la veuve de Nathan Alterman, Rachel Marcus, qui nous apprenait la diction et qui m'a vraiment fait travailler mon hébreu. J'ai eu beaucoup de chance. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, et ce qui a fait que je suis vraiment, mon hébreu. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on voit que toutes les expériences se mélangent, et même si on va pas vraiment, on avait prévu d'aller, ça enrichit énormément. Ah, c'était extraordinaire. Alors, vous commencez à travailler dans votre métier, puisque après tout, vous devenez vraie comédienne. Absolument. Vous rencontrez votre mari, vous tombez enceinte, et là, ça devient compliqué. Donc, vous faites une petite pause. Vous allez étudier un master à l'université, parce que vous dites, peut-être que du côté académique, j'aurai un peu plus de temps pour pouvoir m'occuper de ma famille et mettre un petit peu ma carrière entre parenthèses. Et puis là, l'université vous met, on va dire, sur le coup du centenaire de Jean Cocteau qui est organisé ici. Absolument. À l'université de Tel Aviv, ils décident au département de théâtre de marquer le centenaire de Jean Cocteau. Et la directrice du département, qui était mon prof, vient me voir en me disant, écoute Gisèle, on a un petit problème, on a des profs qui viennent de la Sorbonne pour ce colloque, on n'a pas d'argent pour des interprètes, est-ce que tu voudrais bien assurer l'interprétation de leur conférence? Et moi, totalement inconsciente, ayant déjà parfaitement acquis la chutzpah israélienne. Mais bien sûr. Je lui dis, mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Ouais. N'importe quoi. Ouais. Il paraît qu'il faut toujours dire oui ici. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. C'est n'importe quoi, mais absolument. C'est comme ça que ça marche quand même. Quoi, mais finalement, ça marche. Absolument. Voilà, absolument. Donc on ne dit jamais non. Non. Tout est possible. Oui, même si on ne sait pas, on apprend. Mais c'est le pays de tous les possibles, évidemment. Donc vous relevez le défi, vous traduisez, vous interprétez la conférence, on ne va pas dire de bêtises, interprétation consécutive, très dure à faire comme ça, sans forcément d'expérience. Et pour vous, là, c'est l'éclate totale. Vous découvrez encore un c'est la révélation. Voilà. C'est beau. Eureka. En fait, c'est la combinaison de plein de choses, parce que quand on est interprète,
on interprète les personnes que l'on traduit. En fait, c'est ça l'interprétation. C'est je peux vous dire que moi, je personnages. l'ai vu, en vrai, j'ai eu la chance de vous voir en action. Elle est incroyable, tellement que son interlocuteur, la personne qu'elle traduit, il est fasciné, il la regarde, mais c'est quoi cet ovni? Et parce que vous mettez du cœur, hein, vous mettez du cœur. Oui, vous mettez les gestes, vous mettez la mais voix. parce que quand on interprète une personne, il faut comprendre, la personne est handicapée puisqu'elle n'a pas la langue pour pouvoir s'exprimer directement. Donc, on a une responsabilité énorme qui est de faire entendre cette personne par les personnes qui ne comprennent pas sa langue. Donc, c'est une mission qu'on doit faire avec cœur, sinon c'est pas la peine. Ouais, bon, depuis, vous avez bien appris, on va dire, vous avez traduit les grands de ce monde. C'est vrai. C'est vrai, il faut quand même le dire, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, vous avez traduit beaucoup les hommes politiques israéliens, de Sharon à Ehud Barak, en passant par Shimon Peres, dans le désordre. Ouais. Vous avez traduit aussi les hommes politiques français, Chirac, vous avez fait plein de choses. Des choses marquantes, tout à fait. Des artistes, bref, vous êtes quand même une incontournable. Je ne sais pas si je suis incontournable, mais j'ai eu beaucoup de chance et j'ai été dans des endroits auxquels je n'aurais pas rêvé quand j'ai grandi à Lille. J'imagine très bien. Alors, après cette révélation, vous dites, vous cherchez à savoir comment faire ce métier, comment devenir interprète. Ça devient une évidence. C'est ça qui est chouette aussi chez vous, c'est que vous ne vous attardez pas sur ce que vous avez cru à un moment, mais quand il faut changer, vous changez sans regret. Vous ne regardez pas derrière. Absolument. Ah oui, mais il s'agit de cueillir en chemin ce que la vie vous apporte et puis savoir, je ne considère pas avoir perdu du temps ni en faisant une licence de germanistique, ni en faisant un cours de guide, ni en faisant mon école de théâtre. Tout ça a permis de me faire avancer, tout ça s'imbrique et a fait que je suis arrivée là où ma mère pensait que je devais arriver quand j'avais 18 ans, puisqu'elle avait préparé un dossier pour moi en me disant « Tu devrais être interprète de conférence, c'est pour toi, va à l'école de Genève ». Et à l'époque, je lui avais dit « Mais ça va pas, non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je veux faire mon alia et je veux être comédienne. » Voilà. Et finalement, c'est ce que ce que vous allez faire après. Voilà. C'est ça qui est incroyable. Et c'est là que j'en suis arrivée. Et elle m'a jamais dit, je te l'avais dit. Elle a été bien. C'était une grande dame, absolument. J'imagine. Alors grâce à elle aussi, parce que c'est les rencontres qui font que parfois dans la vie on réussit, on arrive à ouvrir des portes. Elle avait un ami qui était interprète. Absolument. Elle avait un ami d'enfance de Barcelone avec qui ils avaient changer le monde en marchant pieds nus toute la nuit sur les Ramblas de Barcelone. Shlomo Gittai, qui était lui, avait fait son alia déjà dans les années 50 et qui vivait à Jérusalem et qui était interprète. Et donc, c'était un ami de la famille et je lui ai téléphoné après mon expérience de Cocteau en lui disant « Écoute Shlomo, voilà ce qui vient de m'arriver. Comment on fait pour faire ton métier ?» Et il m'a répondu « Enfin !» Je lui ai dit « Comment ?» Il me dit, bah oui, écoute, depuis que je te connais, j'attendais ce coup de fil. Vous aviez la trentaine environ, là. Ouais, j'avais la trentaine. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, certainement pas. Certainement pas dans ce métier non plus, parce qu'il faut avoir quand même un bagage culturel, il faut avoir des connaissances générales, rien ne se perd. Ouais. Tout est, c'est sûr. Oui, surtout que pour intégrer l'école d'interprète, apparemment, on ne peut pas l'intégrer comme ça. Il faut un background, il faut une licence. Absolument. Il ne suffit pas de savoir des langues, il faut avoir un background, il faut avoir une licence pour pouvoir rentrer. Et donc, cet ami m'a dit, téléphone de ma part à Batia Frost. Batia Frost, qui est la grande dame de l'interprétation en Israël, c'est elle qui a fondé l'école d'interprétation de l'université de Bar-Ilan, à qui je me suis empressée de téléphoner. Je la connaissais de nom simplement et je l'avais vue parce que c'est elle qui a assuré l'interprétation consécutive pendant le procès d'Emianouk que je suivais à la télévision dans les années 85. C'était 85-86 où il y a eu le procès d'Emianouk et qui était donc diffusé à la télévision israélienne. J'étais tous les jours collée à l'écran. C'était une période incroyable. C'était absolument hallucinant. Et Batia Frost était la femme qui était assise au centre de l'auditoire et qui traduisait en consécutive de l'anglais à l'hébreu. Et donc, c'était impressionnant. Je me souviens l'avoir vu à l'école. C'était la voix du procès. Une très grande interprète. Et elle avait été donc celle qui avait ouvert l'école d'interprétation de Bar-Ilan.
Et donc, je lui ai téléphoné. Et vous avez suivi les cours en Et j'ai auditorium. suivi les cours de Batya Frost à Maryland. Ça a été extraordinaire. Elle était dure avec vous. Ah oui, elle me passait rien. Elle m'a vraiment, voilà. C'était un vrai prof qui exige toujours plus de ses élèves et qui leur demande de plus que. Ah oui, absolument. Oui, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais pour traduire comme ça, enfin pour interpréter des conférences sur tous les sujets, il faut des connaissances, quoi. Il faut préparer, absolument. Il faut travailler dur. Absolument. C'est un métier très difficile. C'est un métier où il faut travailler constamment. Non seulement ses langues, mais aussi des connaissances dans tous les domaines, parce que vous interprétez des conférences médicales, des conférences juridiques, des conférences philosophiques et littéraires. J'ai interprété pour des esthéticiennes, j'ai interprété des rencontres de religieuses, interreligieuses. Bref, quand vous avez ce genre de rencontres, ce sont des gens qui ont des métiers, qui se rencontrent parce qu'ils sont déjà à un certain niveau de leur métier et ils ne peuvent pas communiquer sans vous. Donc, vous devez être au courant de quoi ils parlent. Donc, ça demande énormément de préparation et de travail. Alors, on se demande évidemment, après avoir suivi ces cours en auditeur libre, le baptême du feu, comment ça s'est organisé pour vous? Parce qu'on se demande toujours, à un moment, comment on devient professionnel? Comment on en fait son métier, son job? Qu'est-ce qui a été génial pour vous? Comment ça s'est passé? Ça a été comme toujours dans la vie. Je pense que c'est beaucoup de chance et puis du culot. En fait, cet ami de la famille, Shlomo Gittai, était chez nous pour déjeuner parce qu'il était dans une conférence à Tel Aviv, à l'université de Tel Aviv. C'était en 1991, c'était l'époque où on commençait à avoir beaucoup de conférences et on est après la conférence de Madrid, on est après la guerre du Golfe. Les choses s'ouvrent un peu. À une période où on commence, les relations d'Israël sont remises en place avec l'Espagne, et c'est donc à l'époque où il y avait beaucoup de conférences sur le 500e anniversaire de l'expulsion des Juifs d'Espagne, de l'âge d'or 1492-1992, 500 ans de l'expulsion des Juifs d'Espagne, des conférences donc en tout genre sur l'âge d'or, sur les Maran, sur etc., etc. Et donc il y avait une de ces conférences à l'université de Tel Aviv, où cet ami de la famille était en train de travailler, et il vient déjeuner chez moi en disant « Gisèle, cet après-midi, tu viens travailler avec moi, ma collègue est tombée malade, il faut que tu viennes m'aider. » J'ai dit « Il n'en est pas question, ça va pas, non. » Vous l'aviez jamais fait encore? J'avais jamais fait. Et il me dit « Tu discutes pas, tu viens. » Et donc je suis allée à l'université. Et quand je suis arrivée là, il y avait celle qui avait organisé l'équipe d'interprétation pour cette conférence, qui se tenait en hébreu, anglais, français, espagnol, qui demande à Shlomo Gittai qui est cette dame. C'était Esther Gilon qui dit « Il est hors question que j'entende une jeune interprète à cette conférence, c'est beaucoup trop difficile. Elle pourra venir lorsque nous aurons une conférence de l'agence juive avec des choses beaucoup plus simples. Pas question, c'est trop difficile. » Moi, j'étais très soulagée. Et donc, voilà. Shlomo Gittai, qui est cet ami de la famille, insiste et me dit « Bon, tu t'assieds de toute façon à côté de moi en cabine. Et puis, on verra bien. Voilà, au moins, t'écouteras et tu verras comment ça se passe. » Et donc, je m'assieds près de lui en cabine. Et au bout de 5 minutes, il allume mon micro et il me dit « Vas-y. » J'étais interdite, mais le culot fait partie donc il arrête de traduire, il arrête d'interpréter, il me dit tu t'y vas. Lui, il traduisait On était en cabine française. D'accord. C'était en cabine française. Il y avait une conférence en espagnol sur un texte, une analyse de texte de Cervantes dans un espagnol du XVe siècle enfin bref, c'était un grand moment. Et donc j'ai commencé, j'avais les écouteurs, j'avais le micro allumé et j'ai commencé à interpréter. C'était comme dans un film d'horreur, il y a la porte de la cabine qui s'ouvre, je le sens avec un vent froid dans le dos. Je sens une présence assez antagoniste dans le dos. Un regard tueur, voilà. C'était Madame Esther Gilon qui me regardait, qui s'est tenue pendant toute mon interprétation debout derrière moi. Et moi, j'étais donc avec mes écouteurs, je transpirais à grosses gouttes et j'ai interprété la conférence qui était donnée. Et quand ça s'est terminé, Shlomo Gittai a refermé mon micro, m'a fait un signe et Combien de temps vous avez traduit? Je sais pas, un quart d'heure. En interprétation simultanée, on fait jamais plus que 20 minutes tout seul. Ouais. J'étais décomposée, j'étais épuisée. Voilà, et Madame Gilon, qui était derrière moi, me fait un signe de la rejoindre.
Je suis sortie de cabine, j'étais sûre que j'allais me faire assassiner. Et alors, il y a une collègue, Annette Dulcin, qui était en cabine anglaise, qui sort en disant « Qui c'est qui a donné le relais ?» Je comprenais rien à l'espagnol, il y avait une traductrice géniale en français, qui c'est qui... Donc, j'ai réalisé qu'elle avait écouté mon interprétation en français vers le français pour interpréter elle-même vers l'anglais parce qu'elle ne comprenait pas assez. Enfin bref, ça a été un moment assez inouï, encore une fois. Je sais pas. Et finalement, elle vous a pas assassiné, elle vous a dit bravo. Elle m'a pas assassiné, elle m'a regardé en me disant mais d'où tu sors Voilà. Et le soir, je suis rentrée chez moi encore sous le choc et j'ai reçu un coup de fil de Batia Frost. Donc, qui me dit j'ai entendu qu'il y a eu un baptême de l'école d'interprète. Voilà, un baptême du feu. Donc je commençais par m'excuser en me disant mais non, mais j'ai pas fait exprès. J'étais persuadée que j'allais me faire remonter les bretelles. Et elle m'a dit non mais est-ce que tu peux ouvrir ton agenda? Est-ce que tu es disponible la semaine prochaine? Elle a commencé à vous faire bosser. Et elle a commencé à me faire travailler. Oui. Ouais, voilà. C'est génial. Bon, alors depuis, on a dit, vous avez travaillé beaucoup avec l'ambassade de France, notamment. Vous avez eu des rencontres, j'imagine, magiques. Claude Lanzmann pour Tzahal, lorsqu'il était venu en Israël, vous l'avez aidé pour son film, vous avez traduit. Oui, absolument. J'ai commencé à travailler avec Claude Lanzmann. Après, j'ai commencé à travailler avec l'ambassade de France. Donc, j'ai commencé à avoir des visites. Je travaillais aussi, évidemment, dans les conférences internationales organisées par les grands interprètes d'Israël, qui sont les interprètes conseils, qui organisent des équipes d'interprètes. Parce que c'est un métier qu'on fait en équipe. C'est pas un métier solitaire. C'est un métier où il faut travailler en groupe. Quand il faut des conférences internationales avec des langues diverses, où on travaille toujours en équipe. Et puis voilà, petit à petit. Vous avez aussi guidé Simone Veil. J'ai interprété Simone Veil. J'ai accompagné Simone Veil lors de sa visite à l'époque. On était en 93 ou 14, où elle était secrétaire d'État à la santé. Ça a été un grand moment. C'était quand j'ai reçu ce coup de fil de l'ambassade de France me demandant de bien vouloir accompagner Simone Veil. J'ai tout de suite appelé Batia Frost en lui disant Batia, c'est ton client, est-ce que tu veux bien? Elle m'a dit non, vas-y. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce qu'elle m'a fait confiance et qu'elle m'a poussé, elle m'a mis le pied à l'étrier, vraiment, je lui dois énormément. Et puis Chirac en 96. Et puis après, ça a été la visite de Chirac. La fameuse. Et puis, la fameuse, oui, la fameuse. Ça a été des grands moments. Rocambolesques, j'imagine. Grands moments, tout à fait. Il vous a parlé après son altercation dans le chouk où il s'est énervé. On peut pas l'oublier, ça fait le tour de toute la oui, mais ça, on le rediffuse régulièrement. Ça a été des grands moments. Mais c'était pas le seul moment de cette visite. C'est dommage que ce soit que de ça qu'on se souvient parce que ça a été une très belle visite. C'est une visite qui s'est très bien passée, où il y a eu de très beaux moments. Et Chirac est toujours quelqu'un de très chaleureux. Et c'était, ça a été c'est des moments inoubliables, bien sûr. J'ai eu vraiment la chance au cours de ma carrière, j'ai accompagné... Puis récemment, vous avez accompagné plein de gens, mais vous avez aussi accompagné le président de l'État d'Israël. Oui, j'ai accompagné toutes les visites d'État des présidents d'Israël. J'ai accompagné le président Katsav, le président Pérez, et maintenant, là, il y a 1 mois et demi, le président Rivlin. Et je suis pas blasée. Je suis toujours très reconnaissante à la vie de m'avoir fait ces cadeaux parce que c'est... Quel est votre plus joli souvenir? Bon, j'imagine que vous ne pouvez pas tout nous raconter, mais j'imagine que vous avez une rencontre, un moment avec tous ces personnages qui font l'histoire de notre monde moderne et surtout l'histoire d'Israël. Vous avez sûrement quelque chose qui vous reste en tête? Je peux difficilement... je ne sais pas. C'est extraordinaire de réussir, d'avoir fait mon alia depuis Lille en 1981. Et à chaque fois que je me retrouve sur le perron de l'Élysée ou dans le bureau du Premier ministre à Jérusalem ou à la présidence à Jérusalem, c'est à chaque fois le même émerveillement. Je me pince à chaque fois en me disant c'est toi là qui est là. C'est quand même incroyable. Parce que je suis la descendante de rescapés de la Shoah, parce que je sais d'où je viens, je l'oublie pas un instant, et que j'ai une reconnaissance infinie pour ce
qu'Israël m'a permis de faire parce que je n'aurais pas eu la j'aurais même pas pu le carrière faire ailleurs. ailleurs. C'est Non, sûr. mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Merci pour ce joli parcours. Merci d'avoir beaucoup. partagé avec nous ces tranches de vie. À très bientôt. À bientôt. Voilà. Ciao. Merci. Bye. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.